1954, une chambre au bout du couloir. De la cold cream Pond's sur la table de chevet, une chemise de nuit en coton repassée à plat cet après-midi-là. La fenêtre entr'ouverte de 5 centimètres, car le frigidaire ne refroidissait que le salon. Elle est allongée sur le côté face au mur, écoutant ses pas dans l'escalier. Elle sait déjà ce que signifie cette nuit. Personne ne lui a demandé ce qu'elle voulait. Personne n'a utilisé ce mot dans cette maison, pas une seule fois. Voici 10 règles que chaque épouse dans l'Amérique des années 1950 comprenait sans qu'on le lui dise. Aucune n'était écrite dans un manuel. Toutes s'étaient appliquées. Et chacune concernait ce qui se passait une fois la porte de la chambre fermée. Les courriers du cœur, les magazines féminins, les manuels de mariage, les brochures paroissiales. Ils ont construit un système autour d'une seule idée. C'était le travail de l'épouse de faire fonctionner le mariage, dans ses moindres aspects. Vous étiez toujours prête quand il l'était. Le corps d'une épouse ne lui appartenait plus après l'échange des vœux. Le devoir conjugal n'était pas implicite. C'était une doctrine. Dans tous les États de l'Union, une épouse ne pouvait pas se refuser à son mari. La loi ne reconnaissait pas ce concept. Elle ne le ferait dans les 50 États qu'en 1993. En mai 1955, Housekeeping Monthly a publié le guide de la bonne épouse. Le conseil était clair. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être fraîche à son arrivée. Retouchez votre maquillage. Mettez un ruban dans vos cheveux. Ayez l'air fraîche. Faites en sorte que la soirée soit la sienne. Cette préparation n'était pas seulement pour le dîner. Après les années de guerre, on attendait des femmes qu'elles quittent leur emploi une fois mariées. Créer une maison impeccable, cuisiner de délicieux repas, garder une chambre accueillante. Le mot « accueillante » avait un poids que personne n'avait besoin d'expliquer. Elle n'avait pas de mots pour ce à quoi elle renonçait chaque nuit. La culture n'avait pas inventé de mots pour le consentement au sein du mariage. Elle défaisait le lit et appelait cela de l'amour. Elle n'a jamais pensé une seule fois qu'elle avait le choix, car elle ne l'avait pas. C'était le contrat tacite, la mise en scène de celui-ci. Ce qu'elle portait, son apparence, c'était une performance avec ses propres règles. Votre chemise de nuit n'était pas faite pour dormir. Ce qu'une épouse portait au lit n'était pas une question de confort, c'était une question de présentation. La chemise de nuit était un uniforme. Elle s'habillait pour un service pour lequel elle n'avait jamais postulé. Vous étiez censé arriver à l'hôtel intouché, puis vous transformer en quelque chose de complètement différent avant minuit. Une chemise de nuit en nylon transparente jusqu'au sol, ou un pyjama court et diaphane appelé Baby Doll, qui ne cachait presque rien. La robe en nylon Vanity Fair coûtait 4,95 $ chez Sears en 1953. Les ensembles peignoirs Rogers coûtaient entre 6 et 9 $, soit presque le budget quotidien du ménage. De la dentelle à l'encolure, un ruban à la taille, du nylon si fin qu'on pouvait lire le journal à travers. Elle la repassait, la pliait sous l'oreiller avant qu'il ne rentre à la maison. La robe était enfilée en dernier. Les boucles épinglées, le peignoir en coton, le visage qu'elle portait toute la journée, tout cela s'enlevait en premier. Elle n'achetait pas cette robe pour elle-même. Le magazine disait qu'une épouse qui se laissait aller méritait de perdre son mari. La robe n'était pas du tissu. C'était un renouvellement de contrat. Ce qu'elle portait disait tout. Mais ce qu'elle pouvait voir ou ne pas voir en disait encore plus. Les lumières restaient éteintes. L'intimité se passait dans le noir. Pas parfois, presque toujours. La pudeur n'était pas suspendue par un certificat de mariage. La lampe de chevet s'éteignait avant que quoi que ce soit ne commence. Une lampe en céramique de chez Woolworths avec une lourde chaînette, 69 cents. La pièce devenait noire. Ce qui suivait se passait uniquement par le toucher, par le son, par le rythme de la respiration. Le corps d'une femme, même après des années de mariage, n'était pas quelque chose à exhiber. Les idéaux victoriens de pudeur et de maîtrise de soi ont survécu bien après les années 50. La nudité entre époux portait une légère honte qu'aucune cérémonie n'effaçait. Elle connaissait le corps de son mari au toucher, il connaissait le sien de la même manière. Il y a quelque chose de presque sacré là-dedans, et quelque chose d'insupportable. L'obscurité protégeait sa pudeur. Elle garantissait également qu'elle ne verrait jamais son visage quand il ne prenait pas la peine de remarquer le sien. Elle ne pouvait pas être vue.
Elle ne pouvait pas être entendue non plus, pas de la manière qui comptait. Vous ne preniez jamais l'initiative. Une épouse ne commençait jamais les choses, jamais. Le désir chez une femme n'était pas célébré. Il était suspect. La croyance populaire voulait que les femmes n'y prennent que peu de plaisir physique, qu'elles n'y participent que pour avoir des enfants. Le livre du docteur Mary Robinson, paru en 1959, The Power of Sexual Surrender, Le pouvoir de l'abandon sexuel, s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Le titre dit tout. Le rôle d'une femme était de recevoir, de s'accommoder, de répondre, mais jamais de commencer. Si elle tendait la main vers lui en premier, cela soulevait des questions sur son passé, sur sa moralité. La culture avait un mot pour les femmes qui désiraient. Ce mot n'était pas épouse. Elle restait allongée là et attendait, nuit après nuit, année après année. Si elle voulait quelque chose, elle l'enfouissait si profondément que des décennies plus tard, elle ne pouvait plus le retrouver. Une génération de femmes a désappris son propre corps. La culture leur disait que désirer équivalait à pécher. Elle ne pouvait pas désirer. Elle ne pouvait pas refuser. Mais on lui accordait une excuse acceptable, et cela mérite sa propre mention. Le mal de tête était le seul mot pour dire non. Elle ne pouvait pas dire qu'elle n'en avait pas envie. Elle pouvait seulement dire qu'elle en était incapable. La seule affection qui qualifiait était un mal de tête. L'aspirine Bayer dans l'armoire à pharmacie, la petite boîte en fer, 12 cents. Elle pressait ses doigts sur sa tempe avant qu'il n'éteigne la lumière du couloir. Pas ce soir. Milton Berle utilisait cette réplique. Bob Hope l'utilisait. Chaque comédien dans chaque complexe hôtelier des Catskills faisait rire avec ça. Le public la reconnaissait instantanément. Chaque homme dans la salle l'avait entendue. Chaque femme l'avait dite. Ce que personne ne disait à voix haute, c'était ce qu'elle signifiait vraiment. Elle signifiait « non », la seule version du « non » que la chambre à coucher autorisait. Une femme qui gérait un foyer, élevait 4 enfants et tenait un budget au centime près. Une femme qui repassait des chemises selon des normes militaires. Cette femme ne pouvait pas dire « je n'en ai pas envie dans son propre lit ». Elle devait simuler la maladie pour revendiquer son corps pour une nuit. Et même alors, elle se sentait coupable. 5 règles plus loin, remarquez ce qu'elle partage. Aucune n'implique de cruauté. Aucune n'implique un méchant avec un nom. Le système n'en avait pas besoin. Il avait quelque chose de plus efficace. Le silence. Personne n'a dit à ces femmes qu'elles n'avaient aucun droit dans la chambre à coucher. Personne n'en a eu besoin. L'attente était installée tôt, renforcée constamment, par les mères, par les pasteurs, par les magazines, par tout ce qu'elle voyait et tout ce qu'elle ne voyait jamais. Au moment où la porte de la chambre s'est fermée lors de sa nuit de noces, elle connaissait chaque règle par cœur. Elle n'en avait jamais lu une seule. Les lits jumeaux racontaient un mensonge. La télévision des années 50 ne montrait pas un couple marié dans le même lit. Les lits séparés sont devenus le symbole de la respectabilité. Mais les lits jumeaux à l'écran n'avaient rien à voir avec la vraie vie. Lucie et Ricky Ricardo dormaient séparément à la télévision. Les vrais Lucille Ball et Daisy Arnaz partageaient un lit king size à la maison. La plupart des couples mariés au milieu des années 50 partageaient un seul matelas. La configuration des lits jumeaux était une fiction inventée par les chaînes. L'acte qui a produit chaque baby-boomer dans ce pays était quelque chose dont la télévision refusait d'admettre l'existence. Toute la vie intime d'une épouse était effacée du seul média qui entrait dans son salon chaque soir. L'Amérique se disait que les gens mariés dormaient à 1 mètre de distance, les mains croisées, lumières éteintes. Pendant ce temps, le baby-boom produisait 76 millions d'enfants. Quelqu'un ne disait pas la vérité, et ce n'étaient pas les épouses. La nation prétendait que rien de tout cela ne se produisait. Mais ce qu'il en a coûté aux femmes de maintenir ce faux semblant était le véritable dommage. La contraception n'était pas un sujet de conversation. Avant 1960, une épouse n'avait presque aucun moyen fiable d'éviter une grossesse et aucune autorité pour en chercher un. La pilule, quand elle est finalement arrivée, a été commercialisée pour la régulation du cycle, car la contraception était un terrain interdit. Les diaphragmes étaient la méthode la plus courante dans les années 40. En obtenir un signifiait une ordonnance et un examen pelvien. Cela signifiait demander à un homme en blouse blanche la permission de ne pas avoir de bébé.
La méthode des rythmes était approuvée par l'Église catholique et par presque personne d'autre. Elle nécessitait un calendrier, un crayon et une régularité biologique que la plupart des corps refusaient de fournir. Personne chez elle ne prononçait le mot contraception. Elle n'aurait pas su ce qu'il signifiait. Les préservatifs existaient. Les maris décidaient. La plupart du temps, ils décidaient de ne pas s'en servir. Elle comptait les jours chaque mois, retenait son souffle. Quand les mathématiques échouaient, et c'était le cas, elle mettait un couvert de plus à table et appelait cela une bénédiction. La famille moyenne en 1957 comptait 3,7 enfants. Ce chiffre n'était pas un choix, c'était l'absence de choix. Aujourd'hui, plus de 60% des femmes américaines utilisent la contraception par choix. Dans les années 50, la plupart n'avaient aucun choix du tout. Elle ne pouvait pas contrôler ce qui arrivait à son corps. Mais ce qu'elle savait, et prétendait ne pas savoir, était peut-être la règle la plus cruelle de toutes. Vous jouiez l'innocence, même quand vous saviez. On attendait d'une épouse qu'elle soit mal informée et désintéressée, même si le rapport Kinsey trônait sur la table basse de sa voisine. Même si elle comprenait exactement ce qu'elle manquait. En 1953, Alfred Kinsey a publié « Sexual Behavior in the Human Female », le comportement sexuel de la femme. Il a interrogé près de 6000 femmes. Les conclusions ont détruit ce que la culture prétendait croire. Son livre s'est vendu à 270 000 exemplaires en moins d'un mois. 48% des femmes ont admis avoir eu des expériences prénuptiales. Une épouse sur 4 a signalé une liaison. Le livre se trouvait sur les tables de chevet d'un océan à l'autre. Les épouses le lisaient après que leur mari se soit endormi. Puis elles recommençaient à jouer la comédie, timide, passive, légèrement confuse par tout cela. L'Amérique a traité Kinsey de communiste et lui a retiré son financement. Une commission du Congrès a accusé la Fondation Rockefeller d'affaiblir la moralité nationale. Les épouses ont continué à jouer la comédie. La vérité est restée enfouie une décennie de plus. Elles ne pouvaient pas dire la vérité sur elles-mêmes, et elles ne pouvaient parler de rien de tout cela à personne. Ce silence était la règle la plus lourde de toutes. Vous n'en parliez jamais. Sa vie intime était la chose la plus privée qu'elle possédait. Elle pouvait mentionner son salaire, son penchant pour la boisson, même son tempérament. Jamais ce qui se passait une fois la porte de la chambre fermée. Pas un mot à ce sujet autour d'un café Maxwell House à la table de la cuisine. Aucune confession lors des réunions paroissiales autour d'une salade Jell-O et de Cool Whip. Aucun murmure à sa sœur sur la ligne téléphonique partagée. Dear Abby a commencé sa chronique en 1956, Ann Landers en 1955. Les femmes leur écrivaient par milliers, anonymement, désespérément. Est-ce normal? Suis-je censé ressentir quelque chose? Mon mari veut des choses que je ne comprends pas. Les lettres affluaient parce qu'une inconnue dans un journal était la seule personne à qui elle pouvait demander. Elle s'asseyait dans une pièce pleine de femmes portant le même silence. Chacune d'elles se demandait si son expérience était normale. Aucune n'était assez courageuse pour demander. L'endroit le plus solitaire d'Amérique était une cuisine pleine d'épouses se posant la même question inexprimée. 9 règles. Aucune n'exigeait un verrou sur la porte. Aucune n'exigeait une main levée. Le système entier était bâti sur le silence, les attentes et la honte. On lui avait appris que le devoir était l'amour, que la pudeur était la vertu, que le désir était une faiblesse. La mesure de sa valeur n'était pas sa propre expérience. C'était la satisfaction de son mari. Elle l'acceptait. Toutes les femmes qu'elle connaissait l'acceptaient. Mais il restait une règle, celle qui précédait toutes les autres, celle qui rendait possible chaque règle de cette liste. Personne ne vous disait ce qui vous attendait. Une mariée en 1953 entrait dans sa nuit de noces en ne sachant presque rien. Ce n'était pas un accident, c'était fait exprès. Une femme s'est souvenue plus tard qu'elle était vierge cette nuit-là. Pas une confession, a-t-elle dit, pas une vantardise, un fait. C'était attendu. L'éducation sexuelle existait à peine. Les conseils aux jeunes femmes étaient vagues et contradictoires. Une constante demeurait. La fille portait la responsabilité de tout ce qui se passait. Sa mère avait peut-être dit quelque chose la semaine précédente, quelque chose sur la patience, sur le fait de le laisser diriger, peut-être rien du tout. À l'arrière du magazine Modern Bride de 1952, à côté d'une publicité pour une lune de miel en bus Greyhound,
se trouvait un petit livret sur papier épais. Il disait « La plupart des jeunes épouses n'ont pas connu l'épanouissement dans les premiers jours du mariage. Moins d'une sur 4 l'a signalé dans les premières semaines. » Ce livret était ce qui se rapprochait le plus d'une préparation que la plupart des mariés aient jamais reçue. La chambre d'hôtel de la lune de miel, la valise avec la nouvelle chemise de nuit, la porte qui se ferme. Une jeune femme à qui l'on a appris toute sa vie à se protéger, dont on attend maintenant qu'elle s'abandonne complètement. À un homme avec qui elle n'avait jamais été seule dans une chambre. L'ignorance n'était pas accidentelle, c'était une politique. Les mères ne disaient rien parce que leur mère ne leur avait jamais rien dit. L'Église disait que la pureté signifiait ne pas savoir. L'école disait que les cours de santé s'arrêtaient à l'hygiène. Une fille en robe blanche se tenait dans une salle de bain d'hôtel à Niagara Falls, les mains tremblantes, se regardant dans le miroir. Sur le point d'apprendre en 1 heure ce que la culture avait passé 20 ans à refuser de lui enseigner. Elle était courageuse, elle était seule, et elle n'aurait dû être ni l'un ni l'autre. 10 règles. Aucune n'était imprimée sur papier, aucune n'était prononcée autour d'une table de cuisine. Elles se transmettaient de mère en fille par des regards, des silences, des non-dits. Les femmes qui les portaient ne se sont pas brisées. Elles sont restées allongées dans le noir. Elles ont gardé le silence. Elles ont joué une version d'elles-mêmes que le monde exigeait. Et elles ont tenu bon. Elles ont maintenu des mariages. Elles ont maintenu des familles. Elles ont maintenu un pays entier, uni par leur silence. Elles méritaient mieux. Elles méritaient qu'on leur demande. Si ces histoires sur les règles silencieuses qui régissaient le passé ont changé votre façon de voir l'histoire, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à découvrir les vérités qui étaient autrefois enfouies dans le silence. Aidez-nous à faire grandir cette communauté de découverte. Notre prochaine exploration des chapitres oubliés de notre monde arrivera bientôt.